Ben voilà, on va pouvoir continuer sur cette notion de publicité et de sobriété, et comment faire rimer autrement qu'avec une mauvaise rime, parce que là, il faut reconnaître que ça rime, mais bon, c'est pas tellement le sujet. Je vais commencer par vous, Valérie. Justement, qu'est-ce que ça vous évoque, ces deux mots accolés en quelque sorte, publicité et sobriété? C'est une excellente question. Ça m'évoque une dissonance cognitive aujourd'hui. Ça m'évoque quelque chose où, en fait, on essaye de se servir du terme sobriété ou pas, ou de trouver des termes approchants, et dans le même temps, on ne change pas le modèle en profondeur. Aujourd'hui, on est dans un modèle où, en gros, pour caricaturer, c'est le modèle en volume qui prédomine. On est dans un modèle où la consommation est égale au bonheur. Donc il faut toujours plus consommer, toujours aller plus vite, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des aspirations, ça veut dire qu'il y a peut-être aujourd'hui une transformation profonde qui est à mettre en place, à accompagner, bien sûr, pour que sobriété et publicité puissent, disons, ne plus être des oxymores. Et ça, je pense que c'est quelque chose pour moi qui est extrêmement importante. C'est qu'on ne peut pas parler de sobriété, de transformation de nos modes de vie, transformation de nos modes de vie auxquels la plupart des concitoyens sont vraiment conscients que c'est vers ça qu'on va. Dans le 23e baromètre de l'ADEME sur les Français et les représentations sociales de l'effet de serre, on voit bien que les gens ils nous disent à 62% face à ce qu'il y a devant nous, on va devoir changer de mode de vie. Et que le progrès technologique à outrance ou le technosolutionnisme tel qu'on l'a connu, c'est plus ça. Mais en même temps, c'est difficile de changer de mode de vie. Alors des fois, on a l'impression aussi qu'on a des publicités qui utilisent des termes qui sont en fin de compte des termes qui font plus penser pour certaines, pas pour toutes, hein, je ne fais pas une généralité, à du greenwashing ou à l'utilisation de termes qui nous emmènent vers une forme de récit-washing, alors que c'est pas ça dans les faits qu'il nous faudrait. Voilà, mais c'est un beau défi aussi qui est face à nous. Un défi que relève la pub, David. C'est possible d'être sobre et de faire de la pub, ou est-ce que voilà comment dire, déjà il y a une question qui moi me marque, c'est qu'on n'est pas obligé de communiquer. Ce qui est évident, c'est que quand on communique, ça marche. Ça c'est prouvé, c'est qu'on le sait très bien. L'indicateur qu'on utilise depuis longtemps, c'est le PIB. Et aujourd'hui, on sait que quand on met 1 euro en communication en France, ça remporte 12. Est-ce qu'après, le PIB, c'est le bon indicateur? C'est une super bonne question. On peut aller chercher d'autres indicateurs, sachant que la créativité publicitaire, ce qu'elle permet de faire, c'est de changer des perceptions pour essayer de changer des comportements. Elle était très efficace pour promouvoir cette consommation, on sait tous. On se souvient tous de slogans qui étaient marquants. À mon avis, nous, on est assez agnostiques, les créatifs. Donnez-nous les produits et on racontera les histoires. Donc j'ai pas tellement de doute là-dessus. Par contre, il y a un truc qui est important, c'est que je pense qu'on n'est pas obligé de communiquer, et je crois que dans le paysage médiatique aujourd'hui, il y a beaucoup de messages dont on n'a pas besoin. Je crois que ça vaut le coup de communiquer si on veut changer quelque chose, quel que soit le changement. Et que si on communique et qu'on ne veut pas changer quelque chose, c'est de la pollution. Et moi, j'en ai pas envie parce que c'est de la pollution visuelle, donc moi, en tant que consommateur, ça me plaît pas. C'est du carbone, c'est des gens qui travaillent, donc c'est du carbone. Et puis surtout, ça dévalorise mon métier et la pub, parce que trop de pub, les gens détestent. Mais trop de mauvaises pubs, les gens détestent. Quand la pub est sympa, on l'aime toutes, elle l'aime tous, elle nous fait rigoler. Elle nous séduit, elle nous émeut, et ça c'est intéressant. Donc je crois que le sujet de la publicité, c'est pas tellement un problème de sobriété, c'est qu'un déjà, si on n'a rien à dire ou rien à changer, il ne faut pas communiquer. Ça c'est le premier acte de sobriété intéressant. Et puis après, nous, il faut qu'on aille à la vitesse d'une réalité économique et d'un modèle. Et encore une fois, les créatifs sont assez agnostiques. Hein. Donnez-nous les produits, on fera les récits. Alors du côté des annonceurs, Vincent, on est convaincu de ça. Il y a eu une brand immersion qui a été consacrée précisément à ce rapport entre la publicité et la sobriété. Comment est-ce que côté annonceur on aborde ce sujet?
Alors, d'abord, je vais abonder dans le sens de ce qui vient d'être dit. De toute façon, c'est avant tout et surtout une question de produits et de services que les entreprises, parce qu'on les appelle des annonceurs, mais enfin, elles sont bien plus que ça, mettent sur le marché, conçoivent puis commercialisent en direction de consommateurs, que ce soit des particuliers, des collectivités, des entreprises, que de publicité. Il faut le rappeler. Ensuite, de toute évidence, on est à un tournant. Je crois qu'il y a une prise de conscience facilitée, accélérée par l'été malheureusement assez brûlant que nous avons connu en 2022, et pas seulement en France, mais un peu partout en Europe. Ce qui est en train de se passer en Espagne et les promesses d'un été assez terrible, cette fois-ci aussi avec un impact sur la production agricole et les prix de manière globale. Donc l'inflation va encore prendre des tours, va nous ramener un petit peu plus tous collectivement, là je ne parle pas en tant qu'annonceur, mais en tant que citoyen, qu'électeur, face au pied du mur. Il n'est plus très loin, mais on continue à s'en approcher à une vitesse qu'on n'escomptait pas. C'était peut-être la seule chose qui était compliquée à anticiper. Après, la publicité, je pense qu'elle est à la fois, on va dire, telle qu'elle est encore malheureusement trop pratiquée aujourd'hui. Dans publicité, on va dire, je le prends vraiment au sens étymologique du terme, promouvoir un comportement, un produit, un service, une idéologie, plus ou moins largement. Elle contribue encore aujourd'hui, malheureusement trop, au mal dont on souffre, c'est-à-dire qu'elle nourrit cet imaginaire des enfants des 30 glorieuses ou des petits-enfants des 30 glorieuses, où finalement posséder, consommer nous rapproche chaque jour un peu plus du progrès ou du bonheur. Et il y a des objets qui sont iconiques finalement des grandes évolutions sociologiques et du progrès que notre monde a traversé pendant des décennies. Prenez la voiture, les congés payés, après des fameux billets SNCF du Front Populaire. Révolution de la consommation, les hypermarchés, ces immenses parkings sur lesquels on allait se garer pour avoir le droit d'investir ces temples de la consommation moderne et ramener des produits chez soi. Révolution des loisirs, révolution des mœurs aussi, puisque c'est associé au permis de conduire pour les femmes, à une certaine forme d'émancipation. Et puis l'idée de liberté que ça véhicule, on a tous en tête ces publicités de constructeurs automobiles dans des grands espaces. Voilà. On sait bien que c'est plus possible. On sait bien que de toute façon, dans un monde de ressources finies, non seulement le PIB n'est plus le bon indicateur, puisque le PIB il mesure la croissance de la production de richesses. Or, on va être de moins en moins capable de les produire. Ces richesses, en tout cas, à des coûts tellement prohibitifs qu'il n'y aura plus grand monde pour les acheter. Et également parce que, de toute façon, il y a des limites matérielles que certains secteurs d'activité, ceux qui sont très dépendants des métaux, notamment des métaux précieux, dans les batteries, par exemple, ou des semi-conducteurs, sont déjà en train d'atteindre. Alors, la publicité peut aussi être le remède, et pour recréer un imaginaire de la désirabilité autour d'autres comportements. Je prends l'exemple du film Orange à Noël, où la petite fille se met à désirer un mobile qui est juste recyclé ou reconditionné. C'est super. Mais derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a un programme qui s'appelle le programme RE. Donc pour, David, ce que vous dites, c'est quelque chose, c'est-à-dire que c'est pas très compliqué d'aller promouvoir un désir. Mais moi, je suis plutôt optimiste parce qu'on a réussi à promouvoir un effort il y a quelques années en France, et on a réussi par rapport à nos voisins. On a déjà promu la sobriété, ça a marché, c'était sur les antibiotiques. On a fait une campagne qui était très rationnelle, en même temps assez rigolote, avec un slogan très répétitif. On a été patient, l'État a été patient, et aujourd'hui, on est un pays qui est quand même beaucoup moins mal que ses voisins sur la consommation d'un médicament. On a demandé aux gens de faire un effort et de ne pas l'utiliser. On a réussi. Donc c'est complètement possible, et la communication peut faire ça. Elle le fait en santé publique souvent, les antibiotiques c'est un bon cas, mais il ne faut pas se leurrer, c'est sûr que de promouvoir un effort, c'est beaucoup plus compliqué que de promouvoir un désir. À partir du moment où on parle d'effort, enfin, en parlant de sobriété, je pense que tout à l'heure, on disait que la sobriété, c'est pas le bon terme. Moi, j'aime bien la traduction qu'on fait quand on regarde le terme en anglais, sufficiency. Je pense que sufficiency, c'est-à-dire la notion de besoin, de quoi j'ai vraiment besoin. Et ça, c'est vraiment une question qui est forte. C'est de faire en sorte qu'on se réinterroge sur nos besoins.
développer le marketing de la sobriété, ça ne va pas être si simple que ça. Ce n'est pas sur un produit en général. Et là, je vous donne raison. Effectivement, on peut faire ici et là des campagnes de publicité. On l'a vu aussi avec EDF et puis avec la campagne du gouvernement sur Chaque geste compte. OK, on se met en marche pour une action dans le temps, court. Mais le problème, c'est que c'est un vrai changement de mode de vie. J'insiste sur ce terme-là qu'on nous demande. Et donc, c'est quelque chose qui doit imprégner véritablement l'ensemble des questionnements de tous les jours auxquels on doit faire face. C'est pas simplement de se dire une fois, tiens, je vais pas prendre un médicament, ou tiens, je vais pas prendre tel plat ou autre, etc. Non. C'est comment je réinterroge véritablement ma relation aux autres, ma relation au vivant, parce qu'aujourd'hui, on est dans une crise des relations à l'autre et aux autres. Comment je réinterroge mes besoins et donc comment je modifie en profondeur l'intégralité du système. Enfin, c'est ça aussi qui est promu au travers de la publicité, même si je suis d'accord. C'est une histoire de transformation globale de la société et donc des entreprises, des collectivités et pas simplement des citoyens. On a l'impression que tout va reposer sur le dos des citoyens. Non, c'est une transformation collective et de remettre le besoin au centre et non pas le toujours plus au centre. Alors, Émilie, justement. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des lois aussi qui peuvent aider à ça ? On le voit dans les publicités, on nous dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Est-ce que demain, la publicité ne pourrait pas dire consommer que si vous en avez besoin pour la santé de la planète je me dis qu'il y a des choses à faire. Là, on va en parler. Il y a une loi incroyable qui encadre le secteur de l'influence. Il n'y a rien sur la sobriété. C'est une vraie question, parce qu'il peut y avoir des lois. Il y a la loi climat et résilience aujourd'hui qui existe. Il y a les contrats climat et dans cette loi, on dit qu'il faut réduire la publicité commerciale. Maintenant, soyons clairs, aujourd'hui, c'est tellement un changement de... On dit mindset qui est à revoir, que c'est pas. Il y a des lois, c'est indispensable, mais il y a aussi plus globalement les représentations sociales qui sont les nôtres. Et à ce titre-là, la transition écologique, c'est avant tout une transition culturelle. Et nous faisons partie du secteur culturel, que ce soit la publicité, que ce soit la communication, les médias, etc. Donc c'est un changement aussi profond, je crois que le monsieur précédent l'a dit, qui est en termes d'éducation, de représentation. Et si on ne fait pas ça, alors on aura des choses qui seront par touche légères. Alors donc Émilie, dans ce débat et dans cette nécessité, l'influence... l'influence ou la désinfluence, je ne sais pas, ce qui est un terme assez paradoxal. Est-ce que ça peut marcher? Quel est son rôle? Qu'est-ce qu'elle peut faire là-dedans? Bien sûr que l'influence peut aider. On parle beaucoup de désinfluence, mais finalement on peut avoir de l'influence sur la sobriété. Là, on parle de cette loi et on a mis en lumière une frange de l'influence qui ne promeut pas la sobriété et des comportements éthiques et responsables. Après, il y a énormément d'influenceurs en France. On peut faire énormément de choses. Il est vrai qu'on a peu de clients qui ont des objectifs de décroissance, forcément. Donc, quand on va faire des activations ou des campagnes avec des influenceurs, c'est à nous, agences ou annonceurs, de choisir les bons profils, de réfléchir intelligemment, parce que les influenceurs, ils vont pouvoir influencer le comportement des consommateurs. Et ils peuvent l'influencer de la bonne manière. Et bon, c'est un gros travail. C'est un travail de sourcing, une expertise pour essayer de trouver les bonnes personnes. Et il en existe. Vincent, vous êtes d'accord avec cette position? Je ne peux qu'être d'accord. De toute façon, je pense qu'on a les mêmes personnes en tête. Ce qui est intéressant, c'est que dans le point de bascule auquel notre monde et nos sociétés modernes sont arrivés, c'est qu'il y a il y a de nouveaux influenceurs. C'est pas une question générationnelle, parce qu'il y a des gens d'à peu près toutes les générations dans ce que j'ai en tête. Mais Jean-Marc Jancovici est devenu un influenceur. Et il a par ailleurs compris qu'il avait intérêt à en devenir un pour, on va dire, faire porter les messages qu'il a à délivrer. Plus récemment, Camille Etienne est devenu quelqu'un d'incontournable également. Et ce sont alors des personnes qui sont
assez radicales dans la parole qu'elles portent. Radical n'est pas un gros mot, comme décroissance, comme sobriété d'ailleurs. Ça nous renvoie juste à des choses qui nous interrogent sur notre rapport à la privation, ou au fait que des choses dont on a profité pendant des années pourraient être en moindre quantité, voire purement et simplement disparaître demain. Mais ces influenceurs-là, il y a également d'autres influenceurs avec lesquels la plupart des sociétés qui sont capables de monter des plans d'influence pour les annonceurs travaillent. Il y a des gens qui sont extrêmement, non seulement crédibles, mais aussi légitimes sur le sujet. Alors il est évident qu'il ne faut pas aller s'acoquiner, pardon pour le terme, mais à n'importe qui. Mais on peut vendre quelque chose en étant responsable. Ça, c'est important de l'avoir quand même en tête. On prend aussi parfois des influenceurs pour faire connaître une marque, pour vendre un service ou un produit, et on peut le faire de façon responsable et éthique, et on peut aller parfois aussi même au-delà des lois, qui, comme je le disais tout à l'heure, la loi en ce moment ne parle pas du tout de tous ces sujets, et c'est bien dommage. C'est aussi à nous d'aller au-delà et d'être un peu en avant-garde sur les sujets qu'on va leur faire passer. Alors, la bonne nouvelle, si c'en est une dans l'absolu, il y a des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est qu'une directive européenne sur les allégations vertes est en préparation. Il y en a deux, mais il y en a surtout une que j'ai en tête, et qui, on va dire, va réglementer la prise de parole, et pas seulement publicitaire, de façon y compris des bien influenceurs, plus contraignante que le cadre qu'on a connu, pour ceux qui connaissent le monde de l'alimentaire, autour des allégations nutritionnelles. Donc de toute façon, il y a un tas de choses qu'on soit CEO d'un fabricant de gros avions, je ne vais pas nommer, mais je pense que vous avez... l'image vous vient assez naturellement. Patron d'un constructeur automobile ou autre, au-delà des campagnes que l'entreprise qu'on dirige sera autorisée ou pas à faire, dans ce qu'elles diront et ce qu'elles montreront, il y aura également un tas de choses qui ne seront plus possibles dans le discours public. D'accord. Si ce texte n'est pas vidé d'une grande partie de sa substance d'ici à sa mise en application. Mais ce texte arrive. David ? Oui, je voulais réagir un peu sur le réglementaire, parce que souvent la communication réglementée, enfin nous on n'a rien contre, je crois qu'il y a 220 articles de loi qui nous régulent, donc on en a. C'est pas le cas en effet pour les nouveaux supports. Donc entre les anciens médias, les vieilles agences et puis les nouvelles actions, on n'a pas du tout les mêmes cadres. Mais finalement, est-ce que le réglementaire, ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne en partie, mais ça suffit pas, quoi, parce que la communication, ça reste que le messager. Et on voit bien que manger 5 fruits et légumes par jour, est-ce que ça empêchait les gens de ne pas exercer leur libre arbitre sur des produits qui sont pas terribles d'un point de vue nutritionnel ? Ça fonctionne pas. Et c'est pas grave. Mais en tout cas, un, c'est régulé, et deuxièmement, c'est autorégulé. Et par ailleurs, la ACC, c'est son rôle, va promouvoir, avec l'ADEME d'ailleurs, une communication responsable auprès des écoles, auprès des agences, auprès des annonceurs, et tout ça avec le club des annonceurs et tous les partenaires. Donc il y a une prise de conscience dans la profession, et je ne pense pas que la régulation soit la seule solution. Je pense qu'on se cache trop facilement derrière ça, et ça aide pas en fait les gens courageux qui décident de changer des choses. Parce qu'il faudra en fait plutôt souffler sur les braises des trucs positifs. C'est-à-dire qu'un acteur comme EDF qui décide de dire à ses clients « consommez moins de mon produit », ça c'est courageux. Alors, c'est une institution, on a tous l'impression que ça nous appartient un peu, on est en France, donc dès qu'il y a une institution, c'est un peu chez nous. Mais c'est quand même courageux de le faire, les équipes le font, et ça, on pourrait le valoriser. On pourrait dire, regardez, c'est vachement intéressant. Est-ce que c'est pas ça le nouvel indicateur du progrès ? Des gens qui sont capables de voir une autre vision de ce que c'est que le progrès, que la réussite. Et c'est peut-être ça qu'il faut encourager. Et en France, contrairement à d'autres pays, le public est plus prêt à ça. C'est Bertie qui en parlait hier, donc la patronne de BETC, ils ont fait une étude prosumer. Il faut savoir que la décroissance comme une solution est perçue à 28% dans le monde auprès des consommateurs. Donc il y a 28% dans le monde des gens qui disent ouais, la déconsommation fait partie d'une solution pour nous. En France, c'est 52%. Donc il y a 52% des Français qui disent la déconsommation, c'est une solution. Donc on est quand même dans un pays qui là-dessus a un peu d'avance. Donc comment est-ce que nous, on est plutôt, et notamment la loi, est plutôt les acteurs courageux qui vont vers un nouveau modèle avec un nouvel indicateur de réussite, plutôt que de dire, bah tiens, on va prendre le vieux modèle d'avant pour essayer de le contraindre avec les limites qu'on a déjà connues, quoi. Bon, sachant en même temps que là-dessus, on note entre ce qui se passe au niveau français et au niveau européen un très très fort pouvoir de lobbying. Justement, enfin, je pense que vous l'avez dit très justement, on ne sait pas encore sur les directives dont vous faisiez l'écho si elles ne seront pas malheureusement vidées de leur substance ou pas. Je pense qu'il y a des résistances aussi qui sont là. Je pense aussi qu'il y a quelque chose dont on manque un peu, et qui est contenu dans la définition même de la communication responsable, c'est l'écoute. L'écoute de l'ensemble des parties prenantes, y compris
de celles qui ont des opinions, des avis éclairés, différents des nôtres. C'est d'écouter aussi le citoyen. J'insiste sur ce terme de citoyen parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai trop tendance à ce qu'en fait, on considère les gens comme des consommateurs. Non, on est avant tout des citoyens. Ça, je pense que c'est extrêmement important de remettre ça au centre. Si on veut que les citoyens puissent reprendre le pouvoir, si on veut qu'ils puissent à nouveau pouvoir co-construire une nouvelle chaîne de valeur, une nouvelle forme de valeur, co-construire aussi des imaginaires. Ce n'est pas les uns contre les autres aujourd'hui qu'il va falloir faire. Ce sont des sociétés qui sont beaucoup plus coopératives. Parce qu'il n'y en a pas un qui a la science infuse et qui va pouvoir dire, voilà, c'est comme ça. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on change profondément dans notre façon de considérer les choses. Ça va aussi avec ce que disait Rémi tout à l'heure, qui est la question du vocabulaire. On a vu sobriété, sufficiency, donc la notion de besoin, histoire de déconstruire un peu ce qu'il y a derrière. On a des termes, mais même chez nous, à l'ADEME, qui sont des termes parfois qui font ouvrir de grands yeux, hein, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc là, normalement, il y a des rires nerveux dans l'assistance qui se disent de quoi elle parle. Je vous expliquerai après. Oui. Mais je trouve que c'est assez intéressant de voir que parfois, on a privilégié des termes qui étaient très techniques, qui étaient des termes de sachants, comme si on avait tous... On fait un peu peur. Voilà, on a le savoir, nous. Mais en fait, il y a des gens qui sont effectivement, une partie de la population est prête. Maintenant, il faut que ce soit un mouvement collectif. On ne peut pas mettre ça sur le dos des seules personnes. Et ensuite, on a un autre souci sur l'influence, les mouvements de de-influencing, etc. Oui. Qui sont mineurs. Exactement, mais qui en même temps comportent un risque. Parce que si c'est pour vendre toujours plus de produits, même, entre guillemets, à moindre impact environnemental, on reste quand même toujours dans cette logique de la vente en volume, qui est de toujours vendre plus. De toujours créer du besoin. Exactement. Et donc, en fait, on ne répond pas à la question qui nous est posée. Donc, on ne peut pas non plus mettre ça comme étant l'alpha et l'oméga. Le démarketing territorial aussi, parce que je pense qu'il faut parler globalement de la société. Il y a des choses aujourd'hui qui se passent où, en gros, on va davantage promouvoir non pas la destination à tout prix, etc., pour y aller parce que ça fait tendance, mais au contraire, une certaine forme d'usage, autre chose. Et le mot est lâché. La question de l'usage, elle est fondamentale, plutôt que la possession. Posséder son selfie devant tel spot ou autre, etc., ou avoir profité de l'endroit en y faisant attention, en le respectant. Et cette notion de respect, elle est importante aussi. Donc il y a la notion d'écoute, la notion de respect, il y a aussi la notion d'humilité, de sincérité, de transparence et donc de preuve. Et tout ça, ça veut dire quand même réinventer les bases de notre métier, ce que nous avons appris, de façon à construire vraiment quelque chose qui soit différent, qui soit fondé sur d'autres bases. Je vous avais promis la définition de l'économie de la société. Bon. Alors, je vais donner le nom d'une célèbre marque de chaussures. Je m'en excuse au par avance. Je n'ai pas d'action là-bas. Vous connaissez Bocage pour la plupart d'entre nous et vous avez vu que vous pouvez soit acquérir une paire de chaussures, vous l'achetez, soit vous pouvez louer la paire de chaussures. Donc, vous en louez l'usage. D'accord ? Au bout des 2 mois, par exemple, que vous avez pris, vous la rapportez. Vous dites, bah, ok, non, en fin de compte, j'en veux pas, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils la nettoient, ils la reconditionnent et ils la mettent en vente dans l'espace seconde main de chez, pardon, autre marque citée, de chez Eram, puisque Bocage et Eram, c'est la même maison. Et donc là, vous voyez que c'est une transformation du modèle qui essaye de se mettre en place, qui est celui de vendre l'usage plutôt que la possession. C'est ça, en résumé, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. On voit des choses aussi qui se passent en termes de changement de modèle. On peut penser, pardon encore pour la mention d'une entreprise comme Decathlon, où la location ou d'autres actions visent à prendre une part plus importante de leur chiffre d'affaires. Ça ne se fait pas si facilement de ça. Ce n'est pas qu'une question de publicité. Néanmoins, il faut mettre en harmonie la façon dont on promeut aussi ce changement de modèle, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure,
ce n'est pas qu'une transformation de la communication, c'est une transformation beaucoup plus large du modèle économique et la question de la résilience des territoires est aussi au centre de l'ensemble de notre problématique. Mais une fois qu'on l'a fait, une fois que Decathlon a lancé son ou bocage des systèmes de location, il faut le faire savoir. On en revient là. D'ailleurs, aussi bien pour la pub que pour l'influence. La publicité, à l'origine, c'est rendre public les choses, donc faire savoir, c'est notre métier. Après, par rapport à ces changements-là, il y a un enjeu qui est hyper important, c'est d'aller vers les gens qui sont les plus vulnérables. Parce qu'il y a quand même un souci que l'on voit fréquemment quand on se balade partout en France, c'est que ces modèles-là qui donnent envie, c'est des modèles pour des gens riches. Par exemple, Decathlon a lancé une super collection de vêtements de ski made in France. À votre avis, ça coûte combien la veste de ski made in France Decathlon? 70 €. Elle coûte 590 €. Donc faire une veste de ski en France, ça coûte 590 €. Qui se paye une veste 590 € quand Decathlon a fait un super boulot pour démocratiser le sport, par ailleurs ce qui est important, en vendant des vestes à 70 € en les faisant en Chine ou je sais pas où. Donc c'est compliqué et c'est là où ça amène la question des imaginaires. C'est-à-dire que tant qu'on reste avec une vision du succès qui est liée à la croissance, au PIB, enfin après c'est une question philosophique, hein, des gens comme Arthur Rossa seraient beaucoup plus compétents que moi en l'occurrence pour en parler. Mais il y avait quand même un imaginaire d'une croissance qui était assez simple à partager, le succès avait à peu près la même tête pour tout le monde, quoi. Quand tout d'un coup on vous dit en fait c'est fini ça, et vous y avez jamais joué et vous allez jamais y jouer, c'est compliqué à vivre. D'inventer des nouveaux modèles qui donnent envie de façon nouvelle, c'est ça qui est super intéressant. Et c'est possible. Moi je pense que dans des modèles de transaction et des Vinted, chez mes enfants, moi j'ai des ados, 2 filles, Vinted c'est un acteur hyper présent dans leur vie. C'est intéressant. Sauf que si c'est pour dire acheter toujours plus de vêtements, je suis désolée. Sais pas. En tout cas, mais il y a un problème d'effet rebond qui peut générer, alimenter aussi ce toujours plus. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant comme modèle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a chaque médaille a son revers. Bien sûr, mais juste pour continuer, parce que sur l'automobile, c'est intéressant. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas des voitures qui donnent envie à tous les enfants de ne plus avoir de Ferrari et de Porsche, il n'y aura pas envie d'autre chose. Ce qui est intéressant, c'est quand des acteurs comme Tesla arrivent avec des modèles un peu différents, qui ressemblent un peu plus à des souris ordinateurs qu'à des voitures. Quand BMW sort un scooter électrique qui ressemble à une trottinette, d'un coup, les imaginaires changent. Un enfant qui avait envie d'une Ducati, peut-être que demain, il aura envie d'un scooter électrique parce qu'il est plus cool que la Ducati. Je ne comprends pas cet exemple. Un vélo. Mais les vélos, c'est formidable. Le travail sur les vélos sont super désirables. Je vous invite à regarder ce qu'on fait sur l'extrême défi, qui est pour promouvoir des véhicules intermédiaires, c'est-à-dire que non pas des véhicules qui sont dans les grandes villes, mais qui sont pour des gens qui habitent, par exemple, à la campagne ou dans des lieux éloignés de lieux de covoiturage, de transport en commun, etc. Et c'est un super projet, et justement qui travaille sur les imaginaires des déplacements de demain, parce que qui dit mobilité dit forcément aussi réduire l'usage de la voiture. Vous voyez, ce mot réduire revient. Merci à tous les 4. Je pense qu'on aurait pu terminer la matinée juste avec ce débat, mais il y a d'autres interventions derrière. Merci beaucoup.